Bienvenue pour cette 57e soirée donc, de l'Arche. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Christiane Drieux pour cet événement qui déborde un peu de notre précaré habituel puisqu'on atteint le Groenland alors que nous sommes plutôt himalayens. Mais en fait, on s'est rendu compte depuis bien longtemps que les traditions ne se limitent pas à un pays ni à une zone, et qu'il est toujours bon de glaner quelques informations à droite et à gauche pour avoir des ponts communs de culture et des événements de même nature qui peuvent se développer d'un endroit de la planète à l'autre. Donc, on est très heureux de l'accueillir, mais je vais laisser la parole à Adrien qui connaît beaucoup mieux le travail de Christiane que moi-même jusqu'à présent. Oui, et puis la dernière fois, on est parti en Amérique du Sud avec Sébastien Beau, donc ça nous permet de voir d'autres cultures, d'autres manières de faire et de faire des ponts, des rapprochements sur des pratiques socioculturelles. Et sur lequel on travaille actuellement, puisqu'on travaille avec Adrien sur la préparation d'expositions du musée de Cannes sur les chamans. Donc on se retrouve quand même dans des environnements extrêmement variés et avec des points d'ancrage intéressants. Oui, et c'est comme ça que nous avons contacté Christiane Drieux. Nous avons rencontré son travail au séminaire de Charles Stepanov sur le chamanisme et les communautés hybrides. Christiane Drieux a fait une intervention, un exposé sur les Inuits. Et tout ça, on a trouvé ça très passionnant et on a trouvé qu'il y avait des rapprochements à faire avec l'Himalaya. Et puis, j'ai communiqué avec Christiane par rapport à l'exposition de Cannes sur le chamanisme. Et de fil en aiguille, on a discuté. Nous avons été aussi voir Marie Sureau de la galerie Inuit à Paris, que Christiane Drieux connaît bien. Et nous avons proposé à Christiane Drieux de faire une intervention ce soir. Alors, non, on ne peut pas prendre 2 minutes. Alors, Christiane est anthropologue, elle est diplômée, elle est diplômée de l'école pratique des hautes études et membre du GITPA, qui est le groupe international de travail pour les peuples autochtones. Et elle a fait de nombreux séjours en Arctique. Elle s'est consacrée à l'étude de l'adaptation des savoirs ancestraux des Inuits aux changements environnementaux. Et elle a aussi fait des publications sur les populations tibétaines, mongoles et samis. Donc, nous sommes très contents de vous recevoir, Christiane, et nous vous laissons la parole. On peut poser des questions en direct si vous avez des questions par la discussion, par le chat. On les lira et on les proposera à Christiane, ou en fin d'exposé, on pourra poser les questions. Et puis, elle est l'autrice d'un excellent bouquin, l'abécédaire des Esquimaux polaires, où il y a plein de choses, notamment sur les mythes et sur des recettes de cuisine. On mettra toutes les informations sur le site internet de l'association L'Arche. Nous vous laissons la parole, Christiane. Merci beaucoup. Et bonsoir à tous et à toutes. Merci à François Panier, à vous, Adrien, à David Andolfo et à vous tous et toutes de m'accueillir pour cette soirée de votre association. Et ce soir, comme le disait Adrien, nous allons partir non pas vers les hautes altitudes himalayennes, mais vers les hautes latitudes du circumpolaire, et plus précisément à l'extrême nord-ouest du Groenland, dans une région que Jean Mallory a popularisée par son livre « Les derniers rois de Thulé ». Et c'est là que vivent les Inuits, cette population que j'étudie depuis quelques années. Alors, tout d'abord, où sont-ils et où vont-ils? Qui sont-ils et où sont-ils? Alors, les Inuits sont des chasseurs de mammifères marins qui sont venus par une migration de l'Arctique nord-américain à la fin du XIe siècle. La région dans laquelle se sont implantés les Inuits est particulièrement isolée. Sur la carte, au nord, on a ici le glacier Humboldt qui a un front de 100 km de glace. Au sud, on a la baie de Melville, qui, elle, fait 400 km en étant complètement inhabitée. À l'ouest, on a le détroit de Smith.
On a le détroit de Smith qui sépare le Groenland de l'île Ellesmere du Canada. Et puis à l'est, eh ben, on a la calotte glaciaire qui recouvre une grande partie du Groenland. Donc autant vous dire que c'est une région qui est très isolée. Très isolée avec 4 villages sur Apaluk, qui est l'implantation la plus septentrionale de la planète. On ne peut pas aller plus loin. Après, c'est le pôle Nord. On est à 1000 km, 1200 km du pôle Nord. Kranak, qui est le centre administratif de cette région. Kekertat, au fond du Fjordingfield, une petite communauté de pêcheurs-chasseurs. Et Savissivik, tout à fait au sud de la région. Savissivik, qui est proche de la base aérienne de Thulé, dont Jean-Marie a abondamment parlé. Pour cette présentation, je vous propose de suivre les Inuits de façon non exhaustive dans leur rapport aux animaux à travers des légendes, des mythes et portés par la tradition orale et également des observations de terrain. Nous nous intéresserons d'abord aux mythes transmis oralement par les anciens, à Noritok et son fils Ours, Sedna, la maîtresse des mammifères marins, le catamaran, qu'on appelle aussi plongeon gorge rouge, qui est le symbole qui symbolise des rites de passage, le narval, entre partage et offrande, et puis les chiens, qui sont des membres de la société des humains. Pour aborder le sujet, je vais d'abord vous rapporter une anecdote personnelle. C'était au mois d'août, il y a 4 ans, je crois, et j'accompagnais un chasseur qui était parti chasser le phoque en canot à moteur dans le Fjordingfield. Le Fjordingfield, qui est un fjord dans lequel viennent se reproduire les narvals. Assez rapidement, il a tué un phoque. Je l'ai aidé à hisser l'animal à bord du canot. Et quand le phoque a été arrimé, le chasseur, qui s'appelle Massoul, a dit « Koyanak, merci ». Comme mes parents m'ont bien élevé, je lui ai répondu « Indidou, je t'en prie ». Alors Massoul s'est retourné vers moi et il m'a demandé « Mais pourquoi tu me dis merci? Pourquoi tu me dis je t'en prie plutôt? Pardon, pourquoi tu me dis je t'en prie? Ce n'est pas à toi que je parle. » Donc là, on cadre déjà un petit peu la relation. En 1902, Knut Rasmussen rapporte le témoignage d'un chasseur de l'île d'Akpat, qui est une île voisine de Thulé. Et pour ce chasseur, dans les temps anciens, les animaux discouraient entre eux et les hommes comprenaient leur langage. Le monde animal était humanisé, animaux et humains communiquaient et entretenaient des conversations dans un langage commun. Les renards, les poux, les oies, les caribous, les lièvres, les chiens, les ours, enfin tout le monde chantait, parlait et se comportait comme des humains avec lesquels d'ailleurs tous ces animaux communiquaient dans un langage compris des uns et des autres. Cependant, à l'époque du chamanisme, les animaux étaient des enjeux principaux des échanges entre les puissances tutélaires et les nommer pouvaient être assez dangereux. Parce que dans la pensée traditionnelle, le nom contient un peu de l'âme et de la personnalité de l'être. Aussi, lorsque les Inuits chantaient ou lorsqu'ils racontaient dans leur camp des histoires relatives aux animaux, ils utilisaient des glissements lexicaux afin d'épargner la susceptibilité du gibier qui était indispensable à leur survie. Par exemple, les phoques étaient les dons, D-O-N-S, c'est-à-dire les cadeaux que leur protectrice, la protectrice des mammifères marins, Sedna, faisait aux hommes. Les bœufs musqués, on les appelait des gros noirs. Les caribous, c'était les poux de la terre. Et puis réciproquement, les animaux avaient eux aussi un vocabulaire particulier qui n'était pas dénué d'humour pour parler des hommes. Par exemple, aux yeux de l'ours, l'homme qui réalise quand il marche sur la glace, il n'est pas très, très assuré, donc il réalise un délicat exercice d'équilibre. Cet homme, les ours l'appelaient celui qui titube tout le temps. Pour les bœufs musqués, l'homme était une moitié. Il était une moitié puisqu'il n'avait que 2 jambes. Et donc, ce n'était pas un individu complet.
tous les humains, les animaux, étaient membres d'une société. Et ces sociétés devaient négocier entre elles et respecter des codes sociaux. Les humains projetaient leur fonctionnement sur les non-humains, et le rapport des chasseurs aux animaux témoigne d'ailleurs de cet ensemble de modes de pensée. Ce mode de pensée qui a imprégné la vie quotidienne de la communauté jusqu'à l'arrivée des missionnaires moraves au début du XXe siècle et qui exerce encore d'ailleurs aujourd'hui une influence considérable. Les Inuits, dans une relation interspécifique, considèrent les animaux comme une composante de leur univers et le cœur de leur existence. Et un certain anthropomorphisme attribuant des caractères humains aux non-humains est encore présent dans de nombreuses situations. Traditionnellement, seule la chasse permettait aux chasseurs de subvenir, chasseurs et à la communauté, de subvenir à ses besoins et à ceux, bien sûr, de toute la communauté. Et se nourrir, se protéger du froid étaient des impératifs quotidiens. Il importait, pour survivre, de ne pas courroucer la femme de la mer, Senna, qui était la pourvoyeuse de mammifères marins, ni Scylla, le maître du temps, ni aucun autre esprit tutélaire. Car la relation chasseur-gibier reposait sur le bon vouloir des esprits maîtres des diverses espèces animales, des tempêtes et du vent. Dans cette perspective, c'est l'esprit tutélaire qui autorisait les animaux à s'offrir à l'homme et l'animal avait le choix d'accepter ou non. Mais l'animal avait ses propres qualités, ses défauts, sa susceptibilité, et il ne consentait à se donner au chasseur que s'il percevait du respect pour sa personne non humaine. Capturer un animal constitue alors un acte de respect envers sa volonté. Pour les Inuits, une chasse fructueuse procédait donc d'un accord consensuel entre l'animal et le chasseur, considéré par cet animal comme étant compétent et bien informé de la manière dont il fallait traiter son corps. Si le chasseur avait pris soin de l'âme de l'animal, cette âme pouvait retrouver un autre corps et se réincarner. L'animal avait alors le choix de se faire capturer une seconde fois ou non par ce même chasseur dont il gardait un souvenir d'un accueil respectueux ou non. Cette coutume permettait aux chasseurs d'espérer d'autres chasses fructueuses et au gibier de se renouveler. Si l'animal avait été maltraité ou s'il y avait eu une trahison de la relation basée sur le respect de son esprit tutélaire ainsi que l'équilibre de l'environnement en était perturbé et la famine pouvait s'abattre sur la communauté. La chasse respectueuse était donc et reste un principe organisateur de la société impliquant de multiples précautions et qui sont généralement édictées en interdit. Là, je vais vous parler de la légende d'Anoritok. Anoritok qui est une femme qui a adopté un fils ours. Et la légende d'Anoritok, qui est très très vivace dans la Vamerswak, illustre la perméabilité homme-animal. Donc je vous raconte cette légende. Hein. Il y avait là-bas, au nord, une vieille femme, Anoritok, dont le mari était mort à la chasse. Elle n'avait qu'un fils, et de peur de le perdre lui aussi, elle lui interdit de devenir chasseur. Plusieurs années passèrent, elle empêchait son fils d'apprendre ce que tous les aînés transmettent normalement à leurs enfants. La connaissance du gibier, la glace, des techniques de la chasse, etc. Le fils a grandi, et bien qu'il soit costaud, il était doté d'une grande force, il était particulièrement maladroit. Et les aînés insistaient. Il doit apprendre à chasser. Finalement, la mère a cédé, elle a laissé son fils, qui ne savait pas faire grand-chose et ne comprenait rien aux coutumes de la chasse, elle l'a laissé partir avec les chasseurs.
Souvent, dans le nord, souffle un vent extrêmement violent, on l'appelle l'anouri. Et l'anouri s'est levé. Quand l'anouri souffle violemment, les chasseurs ont une habitude un peu curieuse, ils lui montrent leur derrière et le vent, qui se sent outragé par cette insulte, faiblit et se calme. Donc, le fils a imité les chasseurs, mais il n'était pas très dégourdi, il s'est endormi sur le traîneau. Les chasseurs, le trouvant décidément trop incapable, l'ont tué. Vous pouvez imaginer, l'Anorithok fut écrasé de chagrin. Un jour, les chasseurs revinrent avec un ourson. Anorithok leur dit « Vous avez tué mon fils, donnez-moi cet ourson, je l'adopte. Et lui, vous ne le tuerez pas. » L'ourson a grandi, il est devenu le meilleur de tous les chasseurs. Il rapportait à sa mère des phoques, des morses en quantité. Vous voyez, là, le séchoir à viande est particulièrement bien garni. Hein. Et Anorithok était toujours anxieuse quand même de le perdre. Et elle eut une idée. Elle a tracé sur le dos de son fils ours, une grande marque noire avec de la suie pour que les chasseurs le reconnaissent. Pourtant, un jour, le fils ours fut tué par erreur. Sa mère, Anorithok, sombrait dans un profond désespoir. Tous les matins, elle montait, elle grimpait en haut de la montagne, elle clamait sa douleur, se lamentait, et son cœur était si lourd de chagrin qu'elle se transforma en pierre. Ses dernières paroles furent « Nourrissez-moi ». Il est vraisemblable que dans un culte archaïque, Anorithok était considérée comme un esprit opposé à la capture des animaux et qu'elle était capable de vengeance, par vengeance, de déchaîner le vent et d'empêcher la réussite d'une chasse. Et aujourd'hui, encore à Siorapaluk, il y a cette pierre, voilà, cette pierre sur la plage, et pour les chasseurs, c'est Anorithok pétrifié. Et pour s'assurer, encore aujourd'hui, pour s'assurer d'une chasse fructueuse, quand ils passent à proximité, les chasseurs la nourrissent en l'enduisant de graisse de phoque et ils déposent à ses pieds des petits cadeaux et des objets divers. Ça peut être une tête de harpon comme ça peut être une canette de bière. Hein, ça n'a pas d'importance, l'essentiel est de faire un cadeau à Senna. Pour les Inuits, dont la mer est la principale, la mer MER, hein, est la principale source de nourriture, au fond de l'eau, donc, réside Senna, qui gouverne les mammifères marins. C'est elle qui autorise ou non les animaux à s'offrir aux hommes. C'est une créature coléreuse, irritable, vivant recluse dans un repère qui n'est accessible qu'aux chamans, les Angakok. Une autre histoire que je vous raconte, donc l'histoire de Senna. Senna était une jeune fille qui vivait seule avec son père veuf. Décidément, il y a beaucoup de veufs et de veuves là-haut. Hein. Elle refusait tous les prétendants. Pourtant, un jour, elle se laissa séduire par un fulmar rusé. Un fulmar, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un oiseau aquatique, un oiseau marin, qui ressemble, qui n'est pas très sympathique comme allure. Mais enfin bon, elle se fait quand même séduire hein, par le fulmar. En fait, ce fulmar, c'était un Angakok. Il avait des pouvoirs, un Angakok, donc un chaman. Il avait des pouvoirs surnaturels. Il l'a épousée, il l'a emmenée chez lui sur une île lointaine. Et quelque temps plus tard, le père entendit des plaintes et des gémissements venant du large. Bon, il a tout de suite reconnu la voix de sa fille et il a tout de suite compris qu'elle était maltraitée. Donc il a sauté dans son kayak et il est parti la chercher. En profitant de l'absence du mari Fulmar, sorti chasser, le père enleva sa fille et la fit grimper dans son kayak. En rentrant, le Fulmar, évidemment, est entré dans une colère terrible. Et il a ordonné, puisqu'il avait des pouvoirs surnaturels, il a ordonné à la mer de se déchaîner. D'énormes vagues hérissées de crêtes bouillonnantes se sont ruées sur les deux fugitifs. Et le père de Senna pensa vraiment qu'ils allaient périr.
il ne vit pas d'autre issue que de sacrifier sa fille en la jetant par-dessus bord. Mais celle-ci s'agrippait désespérément au kayak. Elle mettait l'embarcation en péril et les flots écumaient toujours et redoublaient de fureur. Alors qu'a fait le père? Il a coupé un par un les doigts de sa fille. Et en tombant dans l'eau, les phalanges sont devenues des phoques, des morses et d'autres animaux marins. Et amputée de ses doigts, ne pouvant plus s'accrocher au kayak, Semna, elle a sombré au fond de la mer. Et maintenant, elle réside donc au fond de la mer avec les animaux qui sont nés de ses phalanges. Semna, qui est donc la mère des mammifères marins aux yeux des Inuits, la mère des mammifères marins qu'elle a enfantée en abandonnant une partie de son propre corps, se réservait le droit d'offrir ses protégés aux humains. Je suis allée un peu vite, excusez-moi. Cependant, l'existence de la communauté dépendait du succès de la chasse. Et quand le gibier manquait, c'était à cause de Sedna qu'il retenait dans sa chevelure et bourriffait, parce qu'elle n'avait plus de doigts, donc elle ne pouvait plus peigner ses cheveux qui étaient emmêlés. Ces cheveux, ils étaient emmêlés par les offenses des hommes ou par le manque de respect à l'égard de l'âme de ses protégés, les mammifères marins. Évidemment, elle se mettait en colère et elle punissait les hommes en déclenchant des tempêtes terribles ou en éloignant le gibier des côtes. Et chacun, devant cette punition infligée par Senna, se sentait un petit peu coupable d'avoir fait ou alors en rêve transgressé un interdit. Et la communauté devait alors faire appel à Langakok, le chaman, pour qu'il intervienne et qu'il aille voir Senna pour jouer un rôle de médiateur entre les hommes et Sedna. Et un chasseur de Kranak, un aîné de Kranak, Goldwarswak, raconte la scène telle qu'elle se passait. Donc, la communauté se réunissait, un trou était creusé dans le sol par lequel Langakok descendait jusqu'à Sedna, avec une longue lanière en peau de phoque. Et tout au long du voyage, il était très très habile, c'est Langakok, tout au long du voyage, il battait le tambour et il chantait. Arrivé auprès de Semna, il fallait qu'il mette fin à ces bouderies qui privaient les hommes de gibier. Donc, arrivé près de Semna, il démêlait ses cheveux, la coiffait, la faisait rire, et puis il tentait d'identifier la cause de sa colère. Et il remontait donc voir sa communauté. Et lorsque le Langakok revenait dans sa communauté, il s'ensuivait une sorte de confession collective qui ramenait la paix, le gibier et qui conjurait la peur au sein de toute cette communauté. Jusqu'au début du XXe siècle, le respect et la crainte de Semna étaient omniprésents dans la communauté. Pour se venger des hommes coupables de son exil, elle leur imposait des usages et une multitude d'interdits vis-à-vis de ses protégés. Les interdits, les prescriptions étaient généralement formulés de façon négative et participaient à l'établissement de règles de bienséance entre les hommes et les animaux. Par exemple, il ne fallait pas rire devant la dépouille d'un animal. Il ne fallait pas avoir de relations sexuelles avant d'aller à la chasse, etc. Et pour qu'un animal accepte de se donner aux hommes, il fallait observer certaines règles avant la chasse. Par exemple, se munir d'amulettes ou bien manifester du respect en suivant des prescriptions après la capture de l'animal. Ces prescriptions, ça pouvait par exemple être donner à boire de l'eau douce à l'animal avant de le dépecer. Ça calmait son âme. Il fallait respecter ses os. Et de même, il aurait été totalement irrévérencieux de mélanger le gibier marin et le gibier terrestre dans la marmite.
à Cranach, une des trois communautés de la Vamersoc, de cette région. Birte, qui est la fille d'un chasseur, était en train de nettoyer à grand coup d'éponge son évier, en inox. Mais elle s'en souvenait et elle me dit, quand j'étais petite, ma mère me disait toujours, fais attention de ne pas mettre ensemble le batak, qui est le petit lard de narval, et le touktou, le caribou. Ils n'aiment pas ça. Robert Gessin, lui, notait que dans la cosmogonie des Esquimaux, les animaux marins et les animaux terrestres dépendaient de deux principes spirituels différents. Semna, la femme de la mer, et Silla, le maître de l'environnement, de l'espace et du temps. Il importait donc de tenir séparées toutes les activités liées à la mer ou liées à la terre, pour ne pas courir le risque d'irriter les puissances tutélaires. Par exemple, il était pour porter les bottes, pour porter les bottes en phoque, les bottes en phoque étaient réservées à la chasse sur la banquise, sur l'eau, alors que les bottes en caribou, comme on les voit là, étaient réservées à la chasse au gibier terrestre. On peut donner une autre explication beaucoup plus pragmatique, mais bon, c'était la croyance. Il était également interdit de manger successivement pendant le même repas de la viande de mammifères marins et de mammifères terrestres. L'explication qu'on peut donner par rapport à la botte en phoque et les bottes en caribou, c'est que le poil du caribou est creux. Donc, aller sur la banquise qui est salée, c'est de l'eau salée, avec des bottes en caribou, ou bien aller chasser pire sur l'eau avec des bottes en caribou, on risquait de les mouiller terriblement et elles séchaient très, très, très lentement. Bon, les femmes ne devaient pas coudre les peaux de mammifères terrestres pendant que les hommes chassaient en mer, par exemple. C'est une autre prescription, c'est un autre interdit. On va passer au catamaran maintenant. Le catamaran est un oiseau migrateur aquatique. On l'appelle catamaran ou on l'appelle aussi plongeon à gorge rouge. Vous voyez? Voilà, c'est un très très bel oiseau. Et ces catamarans possèdent une vue très perçante. Les Inuits prétendent qu'ils repèrent les caribous de très loin et que par un mouvement particulier de ses ailes et des pattes, ils indiquent aux chasseurs la direction où se trouvent les troupeaux de caribous. Le plongeon catamaran est capable de se déplacer aussi très agilement dans les airs, aussi agilement dans les airs que sur la terre ou sous l'eau. C'est pourquoi les Inuits le considèrent comme un passeur et un médiateur. Son habileté à pêcher sous l'eau en retenant sa respiration pendant de longs moments impressionne encore les Inuits. Et dans le système de pensée des Inuits, le souffle a une importance particulière. Les capacités respiratoires du plongeon lui confèrent donc des pouvoirs chamaniques. Dans un des épisodes du mythe de la création du narval, dont Adrien parlait tout à l'heure, qui est une histoire fleuve, là il nous faudrait une soirée complète, l'apparition d'un plongeon catamaran dissimulé sous une forme humaine témoigne de ses pouvoirs chamaniques. Voilà cet épisode. Donc, ça se passe au printemps. Il y a un jeune garçon aveugle qui s'appelle Takik, qui se rend secrètement près d'un lac. C'est alors qu'un plongeon catamaran arrive en kayak au bord du lac. Et il dit à Takik, « Installe-toi derrière moi sur la poupe du kayak. » Takik s'installe et il s'éloigne du rivage. Accroché au dos de l'oiseau, Takik est entraîné sous l'eau. Ce glissement entre le chaman, le chasseur et le catamaran. Donc, ils sont sous l'eau et au bout d'un moment, évidemment, Takik est à bout de souffle. Donc, le catamaran revient en surface. Après plusieurs plongeons, Takik, donc je vous rappelle qu'il était aveugle, Takik a retrouvé une vue très fine. Et le plongeon catamaran le ramène sur la terre ferme.
et il repart. En entraînant le jeune garçon aveugle à plonger jusqu'à la limite de la suffocation et donc de la mort, le catamaran lui avait donné accès à la clairvoyance. Et c'est entre autres cette lumière qui permettait à Langakoc de percevoir les esprits invisibles des autres humains et de lire les pensées et d'avoir accès à la connaissance du passé et de l'avenir. Le fait qu'après cette séquence, Takik acquiert une acuité visuelle supérieure évoque les trois phases d'un rituel d'initiation. La séparation, la marginalisation et la renaissance, tel que Van Gennep l'a décrit. Donc un rituel d'initiation, un passage et un accès à la clairvoyance. Si les rituels ont disparu au début du siècle dernier avec l'évangélisation, l'attachement à la notion de passage est encore bien présente dans la communauté. Par exemple, dans la plupart des maisons de chasseurs, il y a sur le mur un étrange papillon en plume qui est très grand, hein, il mesure bien 50, 60 cm, hein, et qui est accroché donc sur le mur. Et si vous interrogez la maîtresse de maison, elle va vous expliquer, en étant très fière, qu'il s'agit des ailes de catamaran, rappelant la première prise de gibier par son fils aîné. Passage. Autre exemple, c'est peut-être un peu osé de ma part, mais pour la célébration de sa confirmation à l'église, le jeune adolescent revêt son costume, tout neuf, son costume de chasseur, et il n'est pas rare, il est même fréquent, qu'à l'issue de la cérémonie, son père lui offre solennellement son premier fusil. On change d'animal, on va voir le narval. Alors, le narval, bon, je vous ai dit, je ne vais pas vous raconter le mythe de la création du narval, qui est assez long, mais qui est très, très riche, qui est vraiment très, très intéressant. Je le raconte dans mon livre, mais c'est quelque chose de très intéressant. On va s'arrêter simplement sur un rituel qui était effectué lors de la prise du premier narval de la saison, puisque les narvals migrent, ils descendent vers le sud ou vers des polynies, c'est-à-dire des endroits où la glace ne prend pas, hein, pendant la saison froide, et puis ils reviennent vers la Vanersoak, donc cette région dans laquelle on se trouve, au mois de mai, c'est-à-dire ils suivent le retrait des glaces pour aller se reproduire dans le Fjording de Field, près de Cranach. Donc voilà ce fait que raconte un aventurier, Harry Whitney, qui était un aventurier canadien qui a voyagé avec Robert Peary et qui a hiverné à Etah. Etah est encore plus en nord que sur Apadouk, mais c'est une implantation qui est abandonnée maintenant, hein. Donc il a hiverné à Etah avec les Inuits et il a observé ces coutumes assez étranges en 1908. Donc, c'est un rite qui marquait la capture du premier narval de la saison. Le chasseur qui, le premier, avait harponné ce narval, coupait avec son couteau 2 étroites lanières de peau sur la tête de l'animal et très soigneusement, il lui enlevait un œil. Il portait le tout sur un hummock. Un hummock, ce sont des crêtes de compression de la glace, hein. Donc, il portait le tout sur un hummock et il recouvrait tout ça avec de la neige. Et ensuite, il faisait le tour, 3 fois le tour du monticule de glace, en chantant et en frappant dans ses mains. Qu'est-ce que ça pouvait signifier? Alors, les chasseurs ont expliqué à Whitney, cet aventurier explorateur, la signification de ce rituel. Voilà ce qu'ils leur ont dit. Chaque année, quand le premier narval de la saison est tué, le chasseur qui doit harponner doit partager l'animal capturé avec son esprit tutélaire, avec l'esprit tutélaire de l'animal, hein, de façon à s'assurer de futures chasses fructueuses. Et le partage ainsi effectué avec le principe donateur, Sedna, prenait la forme d'une offrande avec l'espoir de réciprocité. Donc, en même temps qu'un partage, il s'agissait également d'une demande à Sedna, la maîtresse des mammifères marins, une demande pour
d'autoriser le chasseur à tuer encore beaucoup de narvals avant que le soleil ne disparaisse pour la nuit d'hiver. C'est ce que racontait cet aventurier au début du XXe siècle. Maintenant, je ne suis ni aventurière, ni voilà, mais il y a 4-5 ans, dans le fjord d'Inglefield, à la fin du printemps, j'ai vu Niels, un chasseur de Cranach, découper un morceau de matak qu'on voit là. Ici, vous voyez le matak, c'est un bout d'épiderme, enfin d'épiderme de petit lard du narval qu'on voit là le long de son bateau. Hein. Donc, il a découpé un morceau de matak et il l'a jeté à la mer. On le voit sur cette image, voilà, ça part sur la mer, en me disant, c'est pour les autres animaux. On est à nouveau dans ce chemin d'offrande et de partage. Maintenant, les chasseurs pratiquent cette offrande, mais leurs croyances sont beaucoup plus tournées vers l'éthologie maintenant. Enfin, la phrase est maladroite, mais ces croyances prennent maintenant l'aspect plutôt d'une conduite d'éthologue. Aujourd'hui, les chasseurs attribuent au narval des capacités d'apprentissage, de transmission de savoir et d'intentionnalité. Par exemple, les narvals que j'ai pu observer dans le fjord d'Inglefield nageaient en groupe. Selon Alekatiak, qui est un chasseur à Cranach, dans chaque groupe, m'a-t-il dit, il y a un meneur. C'est le plus expérimenté. Alors, ce meneur connaît les dangers du fjord parce qu'il est déjà venu les années précédentes et dès qu'il perçoit une menace, il avertit ses congénères. Selon les chasseurs de Cranach, il y a 2 sortes de narvals. Ils me disent qu'il y a ceux d'ici, c'est-à-dire ceux du fjord d'Inglefield, et ceux qui viennent du Canada. Les narvals ici reconnaissent les kayaks par en dessous. Et ceux du Canada ne les reconnaissent pas. Parce que chez eux, vont expliquer les chasseurs, il n'y a plus de kayaks depuis longtemps. Donc ces chasseurs affirment aussi que les narvals du Canada se réfugient dans le fjord d'Inglefield pour fuir les bateaux à moteur et que les premières années, ils ne sont pas méfiants, ils se font facilement reconnaître. Mais les narvals du fjord leur apprennent le danger, ils apprennent aux autres, ils apprennent aux Canadiens le danger que représentent les kayaks. Et si les narvals canadiens reviennent plusieurs années de suite, eh bien, ils acquièrent de l'expérience et deviennent plus prudents. Donc, plus éthologie que croyance. Non. Et puis, on a vu l'ours, on a vu le catamaran, on a vu le narval, etc. Il y a les chiens qui constituent quand même une part très particulière de la société. Lors de son expédition dans le nord du Groenland, de 1902 à 1904, Knut Rasmussen a recueilli un mythe au sujet de l'origine des chiens. Ce mythe, c'est, voilà, quand les humains devinrent très nombreux, ils ont eu envie d'avoir des chiens. Un des hommes a frappé le sol en appelant « hoc, 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 hoc », et les chiens, ils ont jailli des petits monticules. Ils se sont secoués, ils se sont étirés, ils se sont ébroués, parce qu'ils étaient couverts de sable. Et c'est ainsi que les hommes ont obtenu des chiens. Quant à Birger Smith, notre anthropologue, les Inuits lui racontèrent que dans l'ouest du Groenland, les chiens avaient jailli des saules nains. Saules, ces petits arbustes qui rampent sur le sol, hein, des saules nains. Sortis de terre, donc, où jaillit des saules, les chiens sont quand même présents dans la mythologie du début à la fin de la vie humaine. Une particularité des chiens. De par leur nom, ils ont chacun un nom, les amulettes qu'ils portaient et les pratiques des hommes à leur égard, les chiens sont des membres de la société, mais des membres non humains.
ce nom que porte le chien, ce pouvait être celui d'une personne décédée, je viens de mourir, une personne aimée ou détestée. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on s'adressait alors au chien selon les relations sociales entretenues avec cette personne. Si c'était sa grand-mère, si c'était sa femme, si c'était son voisin, on pouvait ainsi régler des comptes facilement. Bien, donc la société traditionnelle reconnaissait 3 sortes d'âmes aux êtres vivants. Il y avait l'âme karmique, qui était possédée par tous les êtres vivants, les animaux, les chiens, les humains. Il y avait une âme non, une âme attique, une âme que conférait le nom. Elle conférait une identité sociale. Hein. Et puis l'inuwa, qui, elle, était l'âme du principe propriétaire. Les animaux, par exemple, les animaux marins, les mammifères marins, l'inuwa, c'était Sedna. Pour les chiens, l'inuwa, le propriétaire, c'était l'homme. Et l'homme, c'était lui-même. Donc, 3 sortes d'âmes et les chiens qui ont une position tout à fait particulière parce qu'ils ont les 3 âmes à la fois. Et ça leur conférait, bien sûr, un statut différent des autres animaux. Et les chiens étaient donc doublement intégrés au réseau social des êtres humains, d'une part en portant un nom, voilà, ils avaient une attique, et d'autre part en formant une unité avec leurs maîtres qui eux-mêmes faisaient partie de la société. Et cette double appartenance plaçait les chiens à la frontière entre animaux et humains. De même que les Inuits étaient membres humains de la société, les chiens étaient membres animaux de la société. Dans la mythologie inuite, les chiens, comme les chamans, les Angakok, voient ce que l'homme ne voit pas, c'est-à-dire les esprits. Ils sont les intermédiaires entre le visible et l'invisible. Et les chiens étaient considérés comme des protecteurs de la communauté contre les esprits malfaisants. Les Inuits établissaient également un lien entre la santé des chiens et celle de leur maître. Un chien malade, par exemple, pouvait être abattu pour restituer la santé à son maître. Un humain malade guérissait en changeant son nom porteuse d'âme, pour celui d'un chien robuste qui lui transférait à ce moment-là sa force et sa santé. Et il y avait également des amulettes qui donnaient aux chasseurs la possibilité d'augmenter les capacités de leur chien. Aujourd'hui, il y a toujours un rapport particulier qui lie les hommes et les chiens. Les chiens aident les hommes, ils sécurisent les déplacements et les camps, quelles que soient les conditions. Vous voyez que des fois, c'est assez costaud. Et ils passent là où les motoneiges ne peuvent pas passer. Ils repèrent le chemin, ils flairent le gibier, ils flairent la trace, ils trouvent les aglous, qui sont les trous de respiration des phoques. Et ils participent à la chasse en restant silencieux quand il le faut, hein, et immobiles, ou bien alors en attaquant. Et de même, enfin, plus exactement à contrario, de même, les hommes aident les chiens, ils les élèvent, ils les nourrissent, ils leur prodiguent des soins. Vous voyez que là, ils sont en train de couper les petits poils entre les coussinets du chien pour éviter que la glace, la neige ne blesse les pattes. Donc, ensemble, les chiens et les hommes, de nos jours, forment vraiment une unité synergétique. Et maintenant, sans les chiens, c'est Jean Mallory qui nous dit ça, sans ces chiens, l'Esquimau n'est pas lui-même. C'est un veuf qui a perdu ses forces, ses capacités, sa joie de vivre. Ce que corrobore d'ailleurs cette affirmation d'Usakak Kojekitswak, qui est un chasseur à Kranak, Usakak dit « Si nos chiens disparaissaient, c'est une part de notre âme et de notre identité qui disparaîtrait. » Et puis, pour
conclure, mais je n'aime pas conclure, bien que je ne vais pas abuser de votre attention. Aujourd'hui encore, le chasseur a besoin de l'animal pour se vêtir, se procurer de la nourriture à sa famille, à ses chiens, à la communauté. Et dans une dynamique d'évolution et d'adaptation, l'éthique remplace les croyances. Mais la pierre d'Anoritok est toujours enduite de graisse de phoque. Un morceau de matraque, le premier narval capturé, est toujours jeté à la mer. Les ailes de catamaran sont toujours arborées avec fierté. Et puis les enfants, dès leur plus jeune âge, côtoient les animaux. Aussi, plutôt que de conclure, qui est un terme qui me gêne dans ce qu'il contient de personnel et de définitif, je laisserai le dernier mot à un chasseur de Cranach, Massoul. Non, voilà, ben voilà. Donc, qui disait, c'est notre nourriture traditionnelle qui nous rend fort. Le sang et la viande de l'animal circulent dans tout mon corps et me tiennent chaud. Le mélange de mon sang et de celui de l'animal crée une harmonie entre mon corps, nos âmes et le monde. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop longue et trop... Voilà. Donc, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Merci, merci Christiane pour votre présentation. Je travaille sur les Tchepang du Népal et ils sont en proie à une conversion massive du monothéisme. Donc ça fait aussi écho à la population que vous étudiez. C'était sur le siècle dernier pour les Inuits. Et en ce moment, c'est en train de se passer en ce moment pour les Tchepang. Et eux, leur perte d'identité, c'est par le tambour. Le tambour, c'est ce qui rapprochait le chaman et leur culture et leur mythe. Et je suis très content de savoir que les chiens aient l'identité de ces Inuits. Est-ce que vous pensez que le chaman qui a disparu avec cette conversion, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? Est-ce qu'ils arrivent à pratiquer toujours cette pratique chamanique, peut-être pas devant les touristes? Est-ce qu'il reste quelque chose de cette pratique chamanique? Une pratique chamanique, est-ce que enduire la pierre d'Anoritok avec de la graisse de phoque, est-ce que lui apporter des cadeaux, c'est une pratique chamanique? Voilà. Bon, est-ce que lancer le matak du premier narval à la mer, c'est une pratique chamanique? Bon, quand je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu lances ça à la mer? Il m'a répondu, c'est pour les autres animaux. J'ai dit, tu es sûr, c'est pas pour la dame qui est au fond de la mer? Il a haussé les épaules, mais il n'a pas ri, il n'a pas souri, il a haussé les épaules. Donc, oui, pardon. On voit une photo d'un chaman dans votre PowerPoint qui semble tout à fait un chaman tout à fait contemporain. Donc, c'est vous qui avez pris cette photo? Vous en avez, Oui, mais attention, il ne faut pas confondre chaman et batteur de tambour, parce que le tambour est encore frappé très régulièrement. Dans chaque maison, vous avez un tambour qui est tout petit par rapport au tambour qu'on est habitué à voir dans l'Arctique. C'est vraiment un tout petit tambour qui est fait avec un fanon de baleine. Et le cercle est fait avec un fanon de baleine. Bon, il y a une peau évidemment tendue dessus, un tout petit bâton, et on tape sur le montant du tambour et non pas sur la peau comme ça se fait par ailleurs. Hein. Et donc, il y a des danses du tambour. Et ça, c'est un peuple qui est très gai, qui est très festif. Donc, chacun a un tambour et sait jouer du tambour. Il faut pas mélanger ça avec de la pratique chamanique. Il y avait des duels de tambour, de chant de tambour, il y avait des duels de danse de tambour, etc., mais qui n'avaient rien à voir avec le chamanisme. Je crois que leur évangélisation, donc qui a débuté en 1908 à peu près, hein, a vraiment, j'allais dire éradiqué, le mot est très laid, mais a étouffé, a tué toutes les pratiques vraiment chamaniques. Quand Birte me dit « Ouh là là, ma mère, elle disait qu'il ne fallait pas mélanger les phoques
la viande de mammifères marins et de terrestres, elle le dit avec le sourire. Elle le dit avec le sourire. Bon, je ne pense pas qu'il reste qu'il reste vraiment une pratique chamanique, hein. Et puis, en plus, je ne sais pas si c'est la même chose sur votre terrain d'étude, mais ça évolue extrêmement vite, extrêmement vite. Et là, ça a pris vraiment une vitesse fabuleuse depuis l'apparition des motoneiges. L'apparition des motoneiges. Ils ont également construit une coopérative qui leur permet de vendre des flétans et également du matak, c'est-à-dire de l'épiderme de narval. Et donc tout ça, ça devient commercial. Et qui dit commerce ne rime pas tellement avec le chamanisme, hein. C'est-à-dire l'animal devient un objet de commerce. Ce n'est plus un échange avec Sedna, ce n'est plus un échange avec les esprits tutélaires, ça devient un échange avec le Sud. Je suis désolée de… Non, c'est très intéressant. Chez les Tchépang, très clairement, le tambour et la conversion au monothéisme n'est pas compatible. Dans les villages, soit on est converti et donc il n'y a plus aucun tambour dans les maisons, il n'y a plus de chaman, et il y a des pasteurs, soit il y a le tambour et donc il y a des chamans et donc les villages ne sont pas convertis. Il n'y a pas de juste milieu. Et tout ça est très, très intéressant, effectivement. Oui, mais le tambour a toujours été, si je peux employer cette expression, un instrument de musique. Alors, il était un instrument chamanique, il était un élément du chaman, hein, un véhicule pour le chaman, mais il était aussi parallèlement un instrument de musique. Donc, cet instrument de musique, puisque c'est le seul, a perduré, alors que le tambour, en tant que véhicule du chaman, a disparu. Mais quand même, ce que j'ai quand même remarqué, c'est que le tambour, qui est donc pas très grand, hein, il va faire, on va dire, 30 cm, 30-40 cm de diamètre, hein, ce tambour dans la maison, dans chaque maison, il est toujours dans la pièce principale, à côté de la télévision, à côté du lecteur de DVD, etc. Mais il est à un endroit de choix, hein. Ce n'est plus un hôtel, c'est la télévision. Enfin, il est dans un endroit de choix. Il n'est pas rangé dans un placard ou quelque part. Ça fait partie de la fierté, de l'identité. C'est un peuple, je vous disais, qui est très gai, qui est très joyeux, mais qui est très fier et qui est très très fier de son identité. Et ce qui est remarquable, c'est la façon de laquelle il arrive à faire évoluer toutes ces traditions et à les rendre compatibles avec la modernité, avec l'ouverture sur la mondialisation. Bien que, je vous dis, depuis l'apparition des motoneiges, motoneige, il y a même voiture, alors qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout. Les voitures, on les retrouve souvent au fond du fjord, mais enfin bon. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. S'il y a des questions, vous pouvez, pour ceux où le micro ne marche pas, saisir le message dans la discussion, prendre la parole. Oui, possible? Oui, on vous écoute. Bonjour, merci pour votre exposé. Moi, j'aurais 2-3 questions à vous poser. La première, c'est vous avez parlé des amulettes portées par les chiens. Oui. Concrètement, ça consiste en quoi, ces amulettes? Et est-ce que ce sont des amulettes de même type que celles portées par les hommes et éventuellement par les femmes? Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde porte des amulettes? C'est vrai que je n'ai pas parlé des femmes, mais je pensais être déjà très très longue. Et ce serait intéressant de parler de la place des femmes dans la chasse. Mais pour revenir aux amulettes, oui, tout le monde porte des amulettes. Alors, les amulettes pour les chiens, ça va être très spécifique. Ça va être, par exemple, des petits qu'on va accrocher autour du cou pour prévoir la météo, pour prévoir le temps. Ça va être une griffe d'ours pour les rendre plus combatifs.
Ça va être, c'est des petites choses comme ça qu'on va accrocher au harnais, en quelque sorte, du chien, pour lui donner des capacités supplémentaires, des capacités ou des qualités supplémentaires. Mais également, les amulettes ne seront pas les mêmes pour les chiots et que pour les chiens adultes. D'accord. Mais la griffe d'ours, ça doit être, je sais pas, j'imagine, une amulette portée par le chasseur aussi, non? Bien sûr. Mais comme j'ai essayé de vous l'expliquer, les chiens ont vraiment un statut très particulier. C'est le seul animal domestique, hein. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est plus que domestique. C'est vraiment, quand je parle d'unité synergétique, c'est vraiment très, 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 très fort comme lien entre le chasseur et ses chiens. D'ailleurs, dans les temps reculés, anciens, il n'était pas rare, quand un chasseur décédait, bon, on le mettait sous un cimetière, etc., et on tuait toute sa meute, soit tout seul dans son voyage, voilà. Et les amulettes portées par les femmes, alors elles diffèrent de celles portées par les hommes? Oui, parce que je ne les appellerai pas tout à fait, enfin, si on peut les appeler amulettes. Ce sont, par exemple, il y a ce qu'on appelle le collier des femmes, qui est un. Je consacre tout un chapitre à ce collier dans mon livre. Donc, c'est un lien de cuir, mais ce lien de cuir, de peau de phoque, hein, était. Quand elles avaient un enfant, un bébé, un enfant, elles le mettaient dans ce qu'on appelle la moque, hein, c'est-à-dire la capuche de leurs vêtements. Et pour pas que ce bébé qui était tout nu, hein, glisse, tombe, etc., elles le retenaient avec une peau de phoque, avec une lanière de phoque qui passait devant, qui passait dans le dos de l'enfant, et ça pendant 2-3 ans, jusqu'à ce que l'enfant quitte la moque. Et ensuite, cette lanière, elle était transformée en collier que la femme gardait jusqu'à l'enfant suivant. Et tout au long de ce collier, il y avait des petits triangles de peau qui, eux, allaient contenir des différents éléments qui allaient porter chance, qui allaient la rendre fertile, qui allaient, etc., etc. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Il y a une question de Topa sur le chat. Bonsoir, merci pour votre exposé. J'aurais 2 questions. Comme il est entre mer et terre, entre Sedna et Silla, est-ce que l'ours polaire occupe une place particulière dans la cosmogonie de cette région? Et une seconde question, c'est dans son ouvrage, Mallory parle d'un jouet proche de bilboquet, l'ayagak. Joue-t-on encore à l'ayagak dans cette région? Merci. Oui. Alors, l'ours, la place de l'ours, en quelque sorte, hein, si j'ai bien, parce que c'était un petit peu Entre mer et terre, entre Sedna et Silla, voilà. est-ce que l'ours polaire occupe une place dans la cosmogonie? Oui, bien sûr, parce que vous avez vu la toute première image, je peux vous la repasser si vous voulez, où on voit ce chasseur qui est debout. Enfin, c'est une image. Hop là. Voilà. Ils sont à égalité, déjà. Hein, ils se tiennent debout face à face. Bon, l'ours, c'est une grande polémique, savoir si c'est un animal marin ou un animal terrestre. Il y a une dualité là. Hein. L'ours est malin. Dans les contes, dans les mythes, l'ours est rusé. Il y a une perméabilité entre l'ours et l'homme, l'ours et la femme également, hein, qui apparaît dans la plupart des mythes. Là, si je reviens sur cette image, c'est parce que, vous voyez, cet ours qui est en pièces détachées, on peut dire, hein, il y a une telle proximité entre ces deux êtres vivants que le chasseur va faire son pantalon avec les cuisses de l'ours.
il va faire sa veste avec la peau du dos de l'ours, etc., etc. C'est-à-dire il y a une espèce d'anthropomorphisme entre l'ours et l'homme. Donc c'est une classe qui est quand même assez particulière. Non? On peut aussi, alors après il y aura la question du bilboquet, mais on peut aussi parler de l'art inuit. Et je pense que Maryse, qui est connectée, peut nous en parler si elle le désire. Mais l'ours est absolument tout le temps représenté dans l'art contemporain inuit. Avant Maryse, si tu permets, l'art chez les Inuits, c'est-à-dire cette communauté très très précise, est extrêmement réduit. C'est une communauté qui était, comme je vous l'ai dit, très isolée, qui était plus en survie qu'en vie, hein, et on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment d'objets artistiques. Les objets artistiques qu'il y a, que l'on trouve maintenant, ils ont été créés vraiment à partir de l'arrivée des Occidentaux et principalement à partir de Piri et de Piri et de Toulouse. Voilà. C'est intéressant. Donc, il n'y a pas d'ours. Il n'y a pas d'ours. Enfin, si, j'ai un très beau pendentif. Maryse sait que j'ai quelques beaux pendentifs d'ours, mais ce sont des objets récents. Et ces objets tout à fait récents, enfin, ces créations récentes, elles soulignent un petit peu ce que je disais il y a un instant, c'est que ils ont des traditions qu'ils adaptent, qu'ils font évoluer, qu'ils adaptent un petit peu à leur profit quand même. Parce que ces ours, maintenant, on les trouve, ces petits ours, c'est dommage, je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas sous la main, ces petits ours sculptés qui sont absolument superbes, qui sont en pendentif, ils les portent vraiment, non pas comme une amulette, mais comme un signe identitaire. Et Maryse ne me contredira pas, ces ours, on ne les trouve que là-bas. Mais ces ours, ils ont été faits. Pourquoi? Parce que les Occidentaux qui allaient là-haut voulaient rapporter quelque chose. Piri le premier, et je sais qu'il ne s'en est pas privé, mais ils voulaient rapporter quelque chose. Donc eux se sont dit, bon, bah, tiens, on va faire un ours. Donc ils ont fait ces petits pendentifs en ours, des bagues également avec un petit ours, mais c'est à peu près tout ce qu'ils font au sujet. Si, ils font également des toupilacs, mais ces toupilacs, ils ont également été créés, j'allais dire à la demande, des Occidentaux finalement. Hein. Voilà, donc il n'y a pas du tout la même place pour l'art et pas pour l'ours, hein, pour l'ours représenté en tant qu'objet artistique, que sur le continent nord-américain. Alors, Maryse, tu veux intervenir ou alors je pars sur le bilboquet? Vas-y. Je ne t'entends pas. Vas-y sur le bilboquet. Je vais sur le bilboquet. Alors, Mallory parle du bilboquet. Effectivement, il y a des bilboquets. Maintenant, les bilboquets ne sont plus du tout en os ou en ivoire comme ils l'étaient auparavant, mais dans toutes les maisons, il y a un bilboquet. Ça fait partie des jeux que l'on pratique quand on est à un camp de chasse ou quand on attend, quand on est dans un camp de chasse où le temps est un petit peu long parce que les narvals ne sont pas toujours au rendez-vous, donc on sort le bilboquet. Et alors, ce bilboquet, maintenant, c'est un jeu, c'est un passe-temps. Si on va rechercher un petit peu dans le passé, le bilboquet était un jeu, mais éducatif, comme la plupart de leurs jeux, de toute façon. Hein. Ce sont des nôtres aussi, quelque part, quand même. Mais donc, ce bilboquet, il s'agit, vous connaissez le principe, hein, on a un petit manche, un petit stylet, et il faut rattraper une pièce qui est au bout d'un fil. Hein. Et donc ça préfigurait déjà le harponnage. Donc, s'entraîner au bilboquet, c'était s'entraîner au harponnage. Maintenant, ils ont des bilboquets, mais en plastique, en bois, made in China, et bon, il n'y a plus grand-chose à voir avec le harponnage. Merci. Avant de passer à la prochaine question, l'ours est beaucoup représenté dans l'art contemporain, alors pas chez les Inuits, mais plus généralement dans la communauté des Inuits, toujours en déséquilibre ou en équilibre sur une patte.
Et ce serait le chaman et la transformation du chaman. Voilà, je voulais noter ça. Pas dans la Vanerswak, hein. Pas là-haut. Oui, 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 oui. Nous avions eu une discussion avec Maryse là-dessus dans sa galerie. Oui, oui. Fabienne a une question à poser. Oui, bonjour. Fabienne Joliette, Agrocampus Pôle Paysage à Angers. Merci pour votre conférence aussi belle qu'intéressante. Avec ma collègue Laine Chanteloup, qui est ici présente, nous travaillons depuis une dizaine d'années sur le Nunavik, avec donc les Inuits du Nunavik. Et j'ai retrouvé beaucoup de ressemblances, d'apparentement, en tout cas, entre ces deux groupes. Et donc, d'une part, si un jour on peut se recroiser pour que vous regardiez ce qu'on fait depuis 4 ans sur des vidéos participatives des jeunes Inuits et voir en quoi et comment ce qu'il reste. Et puisque certains collègues canadiens parlent d'acculturation au sens de la perte de leur culture traditionnelle avec la mondialisation, nous, ce n'est pas ce qu'on a trouvé. Donc, voir comment cette historicité de la culture inuite, comment on peut la retrouver au travers des courts-métrages des jeunes Inuits. Et puis, sinon, j'avais une question précise. Justement, dans un des derniers courts-métrages donc réalisés par les jeunes Inuits, on a remarqué que les femmes, enfin les jeunes femmes, hein, puisqu'on parle là d'adolescents, les jeunes femmes mettaient en avant, plus que les jeunes garçons, la chasse, avec leur première chasse au caribou, leur première chasse, leur première pêche, enfin, etc. Et nous, en l'occurrence, on l'a attribué à une évolution du genre dans la culture inuite. Hein, et je voulais savoir, vous avez évoqué pas mal le rôle de la femme. Donc, est-ce que c'est effectivement une évolution de genre aujourd'hui que les femmes aillent chasser? C'est-à-dire qu'elles nous ont présenté des photos d'elles avec la prise, avec le caribou, avec l'oie, avec… Alors, est-ce que c'est une évolution de genre ou est-ce que peut-être on n'aurait pas vu cette part de participation des femmes inuites à la chasse, à l'extérieur, sur le terrain? Oui. Traditionnellement, les femmes chassaient. Je parle toujours de l'Avanerswak, hein, qui est vraiment une zone très limitée, très précise et très particulière. Les femmes chassaient, mais elles n'avaient pas le droit de faire couler le sang. C'est-à-dire, elles allaient chasser avec des collets, elles allaient chasser avec des pièges, elles allaient chasser faire la trappe avec des filets. Elles n'avaient pas le droit de faire couler le sang. C'était autrefois. Maintenant, à Cranach, il y a plusieurs femmes qui sont chasseuses. Il y en a une qui est chasseuse professionnelle, les autres chassent avec un fusil. En revanche, je n'en ai pas vu, mais il y en a peut-être, chasser en kayak, c'est-à-dire avec le harpon. Elles vont chasser le phoque, elles vont chasser le caribou, mais je n'en ai pas vu chasser le narwal en kayak. Donc, je ne sais pas, l'évolution, c'est que maintenant, il y a des femmes qui chassent en faisant couler le sang, c'est vrai. Et il y a une femme chasseuse professionnelle. Mais ce qui est important, c'est que finalement, il y a une certaine forme de continuité, qui prend d'altérité et de continuité. De la même manière où on avait essayé de traquer la présence des esprits pendant des années et ça ne donnait rien. Et avec un groupe d'adolescents où on a fait ce workshop de vidéos participatives où on parlait du territoire, on a été, après des années de silence où on essayait d'aborder la question, on a été très, très étonnés de voir donc des adolescents qui ont choisi de parler des esprits du territoire. Au moment où on s'y attendait le moins,
Donc voilà, c'est cette part d'altérité et non pas d'acculturation qui est présente et qu'on retrouve un peu dans votre présentation et je vous en remercie. J'entends ça comme un encouragement à continuer. Merci Fabienne pour votre question. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Un commentaire, une interrogation? Si c'est encore possible. Oui, bien sûr. Oui. Au début de votre exposé, vous avez expliqué que cette population s'est installée dans cette région au XIe siècle. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser à partir de quels éléments on connaît cette datation? Et puis, est-ce qu'on a une idée des raisons qui ont poussé cette population à venir s'installer dans cette région, donc en venant d'où? Et dans cette région qu'on a tendance, nous, à considérer comme relativement hostile. Alors, est-ce que c'est une raison parce qu'ils étaient chassés par d'autres populations, repoussés? Quelles sont les raisons de ce choix géographique? Non, bon, je vous ai dit que cette migration était arrivée au XIe siècle. Au XIe siècle, oui, depuis le continent nord-américain. Mais vous voyez sur cette carte qu'ils ne se sont pas arrêtés ici. En fait, c'était des chasseurs de mammifères marins qui ont traversé, alors la carte est trop petite, là, mais qui ont traversé tout l'archipel arctique en suivant les mammifères marins. Et puis, de fil en aiguille, enfin de proche en proche, ils sont arrivés dans cette région-là que je montre avec la flèche, toujours en suivant les mammifères marins. Et là, il se produit, même c'est un petit peu plus haut, hein, bon, il se produit régulièrement un pont de glace. Donc, ils ont traversé. Et puis, toujours à la poursuite des mammifères marins, ils sont... J'arrive pas à mettre ma flèche, voilà. Ils sont partis sur la côte est, ils sont partis sur la côte ouest, ils sont remontés jusque vers Ammassalik. Et bon, donc ça, ce sont les Thuléens. Maintenant, la population dont je viens de vous parler, elle est vraiment ici. Alors, ce sont des Thuléens, mais qui sont restés dans cette partie, parce que il y a ce fameux fjord dans lequel se reproduisent les narvals, et d'autre part, il y a ce qu'on appelle des pollinies hein, dans cette région-là, donc c'était très giboyeux, mais il y a eu quand même un changement climatique qui fait que ils se sont trouvés un petit peu isolés du reste du Groenland et ils ont perduré ici dans cette région. Sans compter le fait que sur le nord, l'extrême nord et la côte est, j'ai une petite mouche là qui me taquine. Ce sont des régions qui avaient déjà été habitées par des cultures précédentes. Hein. Il y a eu 4, 5 enfin, cultures qui se sont succédées. Alors, les unes chassant à la suite des bœufs musqués, les autres, des bœufs musqués essentiellement sur la côte est, les autres sur la côte ouest en chassant le caribou, et puis sont arrivés donc au XIe siècle ces chasseurs de mammifères marins qui, eux, avaient des technologies de chasse qui étaient bien plus développées, bien plus élaborées que les précédents, et qui donc ont pu se répandre sur toutes les côtes. Et il y a donc cette petite communauté qui est restée là, j'allais dire coincée. Bon, ils se sont retrouvés coincés à la longue, mais au départ, ils étaient très heureux d'être là, hein, et ils le sont toujours d'ailleurs. Et puis, quand vous dites des conditions hostiles, ça, pardonnez-moi, mais c'est un point de vue occidental. Eux, ils sont heureux là-haut, hein, ils n'ont pas du tout envie de venir chez nous. Et pour eux, ce sont des conditions. Là, je voyais il y a 2-3 jours, ils envoyaient des messages absolument catastrophés parce qu'il faisait 8 degrés. Vous vous rendez compte, la chaleur, c'est épouvantable, il fait 8 degrés. Alors que quand il fait moins 20, moins 25, on est drôlement bien. Hein, sec, on peut galoper sur la banquise, c'est merveilleux.
Voilà, donc chacun a son référent, son référentiel, hein. Oui, bien sûr, oui. Merci. Alors, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Bon, bah, c'est plus de questions. Ben, on va interrompre la soirée. Ben, il nous reste à remercier donc Christiane Drieux donc, pour cet exposé, vraiment très intéressant. Et Alors, l'enregistrement sera disponible sur le site internet et sur le Facebook de l'Arche. Nous vous communiquerons le lien, Christiane, et on pourra revoir. Je fais un petit montage à chaque fois avec un petit générique, etc. Et nous mettrons les références de votre livre sur le site également. Alors, je voulais vous dire que là, tout à fait à la fin de mon montage, hop là, voilà, j'ai fait ma petite publicité personnelle, donc avec ce fameux ouvrage qui fait quand même 304 pages, qui couvre des sujets très divers, puisque ça va du travail des peaux à la cuisine, comme on le disait tout à l'heure, mais également des explorations polaires, la conquête du pôle, les, la fameuse météorite qui, elle aussi, a contribué à générer cette migration vers ce nord du Groenland, etc. Donc, si ça vous intéresse, je serais ravie de vous l'adresser. Voilà. D'autres questions? Alors, on va arrêter là. Merci beaucoup, Christiane. Merci à vous tous. merci et très bonne soirée à tous. Très bonne soirée à vous. Et puis, je vous envoie un petit peu de fraîcheur pour les jours, les canicules de l'été. Voilà. D'accord. Merci. Au Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.